Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux. Bah oui, c'est peut-être l'adage de l'antre du lutin cette semaine, dans cette humeur spéciale. Vous voyez, il n'y a pas forcément de nouveautés sur ma table, mais effectivement des jeux qui commencent à avoir déjà un petit peu d'âge, et celui-là qui est de l'année dernière, on va y revenir. Je commence à ressortir certains jeux parce qu'effectivement, faut écrémer un petit peu la ludothèque, hein, ça prend beaucoup de place et de toute façon, on ne peut pas jouer à tout. Donc maintenant que mon enfant est un petit peu plus grand, on peut ressortir certains jeux qui sont assez anciens pour voir ce que ça donne. Alors, avant de revenir sur ces deux jeux assez vieux, bah oui, surtout cette verse, hein, c'est quand même un vieux jeu. On va venir sur Dove Romantique. Alors celui-là, il n'est pas hyper vieux, il date de l'année dernière. C'est le jeu de l'année en Allemagne de 2023, c'est le Spiel. Que dire sur Dove Romantique? Alors, vous savez, moi je suis pas fan des prix des jurys. Voilà, voilà, c'est pareil pour Cannes, hein, je suis jamais trop fan de ces prix-là. Ça correspond pas. Je dirais que ces prix sont donnés plutôt à des jeux un petit peu grand public sans être péjoratif, hein, vraiment. Et là, j'aime pas ce jeu. Voilà, tout simplement. Donc je voulais y revenir quand même, parce que c'est un jeu que j'ai emprunté à une ludothèque. Je fais un coucou à ma sœur qui a ce jeu et qui apparemment l'apprécie. Il est pas mal apprécié, hein, de toute façon, d'après ce que je vois pour les avis. Moi, c'est pas mon cas, mais je pense que je suis pas le public ciblé, tout simplement. C'est un jeu dans lequel on va essayer de faire le meilleur environnement possible. C'est de l'optimisation de tuiles pour essayer de faire un super environnement et réussir à avoir des points. Il peut se jouer de 1 à 6 joueurs, c'est ce qui est écrit en tout cas. Et oui, on va faire un meilleur environnement en essayant de poser des tuiles petit à petit pour réussir des objectifs. Bon, vous allez voir ça, je vais l'ouvrir devant vous, on va passer en caméra du dessus, c'est hyper simple, c'est basique. Je l'ai réinitialisé avant de le rendre à la ludothèque, donc vous ne serez pas spoilé parce que le but du jeu surtout, c'est de réussir à débloquer des nouvelles cartes et des nouvelles tuiles grâce à des points, à des scores au fur et à mesure, comme si on avait le jeu mobile effectivement d'Orph Romantique pour essayer de faire des meilleurs scores pour la prochaine partie, avoir des nouvelles règles et de nouvelles tuiles. Allez, on passe en caméra du dessus pour regarder ça. Hop hop hop, c'est ici. Alors, je vais pousser ça. 7ème continent, pousse-toi un peu. D'Orph Romantique. Alors, une belle boîte. Hop, je vais le mettre ici. J'ai rien à dire sur l'insert, hein, pour une fois qu'il y a un insert qui est pas mal, hein, on va pas cracher dessus les règles. Et vous voyez ici, voilà, ça va être les points. Alors des points à réussir à la fin de votre partie pour réussir à gagner des petits points ici d'avancement qui vont vous permettre d'avoir le droit d'ouvrir des boîtes ou de récupérer des récompenses dans la boîte numéro 3. Alors, les boîtes, il y en a 5, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5 en dessous. Voilà. Sachant que la boîte 3, c'est là où il y a le plus de cartes, c'est surtout des succès qu'il faudra réussir à débloquer pour pouvoir avancer encore. C'est vraiment calé comme un jeu qu'on a sur téléphone. C'est vraiment un jeu à application qui a été mis sur table. Alors ça peut avoir son succès, moi je suis pas forcément fan. Hop, les tuiles ici qui sont des tuiles objectifs et des tuiles paysages qui sont ici. Alors normalement je sais plus combien, je crois que je devrais en retirer 3 au début de la partie, je sais plus. Voilà. Ah, vous voyez, il a été emprunté, il est déjà vite oublié. Hop, en tout cas chez moi. Une feuille pour les petits résultats, on y reviendra plus tard. Et ici, j'ai des petits pions. Ce sont des pions justement pour les objectifs. Les objectifs, vous allez le voir sur les tuiles, il y en a différents. Il y a des objectifs de rivière, il y a des objectifs de rail. Hop, je mets tout ça à l'envers, parce que les chiffres ne sont pas forcément les mêmes et vont nous permettre de définir l'étendue des champs, l'étendue des tuiles qu'il va falloir faire pour réussir à faire ces objectifs. Donc ça, on va le remettre ici. Comment ça se passe? À chaque fois, sur la table, il va falloir qu'il y ait uniquement 3 objectifs. Donc, les premiers joueurs, de toute façon, les 3 premiers joueurs vont tirer des tuiles objectifs. Le premier joueur, une tuile objectif, il la retourne. Comme vous le voyez, ça se compose de 6 faces et sur les 6 faces, vous voyez, on peut faire correspondre d'autres tuiles. Là, cette tuile objectif nous demande de faire un objectif d'eau. Vous voyez, il y a une petite rivière. Donc, il va falloir que j'étende justement cette tuile, cet espace de rivière pour réussir l'objectif. Je prends un des petits pions objectifs. 6, ça voudra dire qu'il faudra que je fasse une rivière de 6 minimum pour réussir cet objectif. Donc je vais essayer d'étendre ma rivière ici. Une fois que j'aurai réussi à faire 6 tuiles de rivière, je retirerai cet objectif
et je pourrais sortir une autre tuile objectif. Bon, on n'en est pas là, je vous ai dit, il en faut 3. Donc le premier joueur vient de jouer. Le deuxième joueur sort aussi une tuile objectif. Ah, là c'est une tuile objectif de village. Vous voyez, alors là, ça c'est une phase village, le milieu village et une autre phase village. Le reste c'est du neutre avec le vert. Bon, bah, pour pas interférer trop dans les champs, je vais me mettre comme ça. Hop, et je prends un village. Village, encore 6. Alors normalement c'est 4, 5 ou 6. En début de jeu, quand on n'a pas encore débloqué 2 objectifs, il y a un 4 pour chacun des environnements, 2, 5 et 2, 6 pour chacun des environnements. Donc ça nous permet de savoir un petit peu sur les statistiques pour les piochages. J'ai que 2 objectifs pour l'instant. Il faut pour le troisième joueur sortir une troisième tuile objectif. Ah, ça peut tomber bien parce que c'est une rivière. Par contre, si je la mets comme ça, vous allez voir que je vais peut-être un petit peu bloquer. Donc je vais peut-être étendre ceci comme ça. Hop, pour continuer ma rivière. Ouais, ça risque d'être bloqué. Je vais la sortir ici, ma rivière. Comme ça, je pourrais peut-être m'étendre sans essayer trop de me bloquer avec l'autre. Ici, j'ai une forêt. J'ai une forêt. Voilà, liaison foireuse, là, n'importe quoi. J'ai une forêt. Objectif de 4. Donc, il me faudra pardon, une forêt composée de 4 tuiles pour réussir cet objectif. Maintenant que j'ai 3 objectifs affichés, je peux enfin sortir les tuiles paysages. Alors, les tuiles paysages, il y en a pas mal. Comme vous le voyez, normalement j'aurais dû en retirer quelques-unes au début de partie. Je crois que c'est 2 ou 3, je ne sais plus. Voilà. Et au fur et à mesure, effectivement, que vous découvrirez les boîtes, vous aurez des nouveaux objectifs, mais aussi de nouveaux paysages, mais également de nouveaux pions comme ceci. Donc le quatrième joueur, si on joue à 6, sortirait une tuile. Oh là là, une tuile. Bon, bah ça. Et pour la démonstration, ça tombe bien parce que je tombe quand même sur des bons trucs. Je vous garantis, j'ai fait au hasard. Donc là, je peux avoir une troisième rivière. Donc je peux agrandir ma rivière. Et au cas où, je peux agrandir mon champ ici. Au cas où, plus tard, j'ai un objectif. Donc on va essayer de construire un petit peu, au fur et à mesure, un tableau ici, un tableau d'environnement, tout en pensant à chaque pose de tuile aux autres objectifs qui pourraient sortir plus tard. Pour pouvoir, ah bah là, si j'ai un objectif champ, eh ben, ce serait bien que j'associe celui-là. Donc ça va être de l'optimisation. Je reviens, le joueur suivant, effectivement, il sortirait, bon bah on a encore un champ et des rails, parce qu'effectivement il y a des rails aussi, avec des objectifs de rails, comme vous pouvez le voir ici. Aucun intérêt pour l'instant. Donc je pense que je vais le mettre loin. Je vais pas le mettre pour bloquer. Si je mets ça, trouver une tuile qui a à la fois la rivière et à la fois le rail, ça va pas être terrible. Bon bah tant pis. Le champ, je vais le mettre par ici. Parce que si je me mets ici, je risque de me bloquer un petit peu rivière et autres. On continue. Et ainsi de suite. Alors vous voyez déjà que ce qui me gêne un petit peu, c'est que, ok, on peut être 6 joueurs. Mais 6 joueurs pour faire ça, c'est un petit peu limité parce que du coup, en fait, il suffit qu'on ait déjà un joueur alpha qui va essayer de tout diriger. Bon, bah ça, c'est le grand classique. Mais c'est surtout que pour moi, c'est déjà un jeu solo. Voilà, c'est un jeu solo où on a dit, oh bah tiens, vous pouvez être jusqu'à 6, chacun prend son tour pour poser des tuiles. Bah, dans ce cas-là, voilà, je sais pas combien il y a de tuiles ici, mais on peut être 99. Voilà, chacun sort une seule tuile et puis voilà, on continue la partie. C'est, voilà, dire que c'est un jeu à 6, il n'y a aucune règle spécifique pour changer les règles suivant le nombre de joueurs. Donc ça me déçoit un petit peu déjà. Je trouve que ça se joue mieux solo, du coup, presque, ou à 2, bon, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Donc là, bon, bah, je vais de toute façon, je vais m'arrêter là dans la démonstration parce que je pense que vous avez compris. Bon, bah là, je me retrouve avec une maison, mais comme vous voyez bien, de toute façon, je ne vais pas pouvoir la mettre. Oui, parce que je n'ai pas le droit de mettre comme ceci. Voilà, un rail ne peut pas s'arrêter directement. Donc, c'est pas possible. Il y a des petites tuiles où justement il y a des débuts et des fins de rail, tout comme la rivière. Bon, hop, je vais me mettre ici, au cas où tout à l'heure j'ai un objectif de rail, je pourrais me mettre. Bah, dis donc, je tombe que sur des rails, ça devait être mal mélangé. Donc, on continue. Ah, mais c'est pas vrai ça. Ah, voilà. Bon, on l'a pas vu celle-là. Voilà. Donc, je continue jusqu'à avoir 6 voilà, 6 rivières. Est-ce que j'en ai? Oui, 6 rivières. Donc, je ne sais pas d'optimiser pour l'instant. Je fais des rivières. J'essaye pas d'optimiser, c'est juste pour vous montrer. Une fois que j'ai 6 rivières, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je viens de réussir cet objectif de 6. J'ai gagné 6 points pour la fin de la partie. Vu qu'il n'y a plus que 2 objectifs concrétisables sur la table, oulala, eh bien, le prochain joueur prend un pion objectif. Bah, une forêt, donc tant qu'à faire, bah, je vais continuer la forêt ici. Parce que de toute façon, on a déjà sorti le 4, il n'y en a qu'un en début de jeu, au début qu'on a la boîte, il n'y en a qu'un 4, donc le prochain sera forcément un 5 ou un 6. Donc avant de faire le 5 ou le 6, j'arriverai à faire mon objectif de 4 en grandissant cette forêt à 4 avant de passer à la suite.
Mais ce sera quoi? Ce sera du 5. Et ainsi de suite. Donc vous voyez le principe. Et à la fin de la partie, une fois que de toute façon on ne peut plus poser de tuiles, on ne peut plus avancer justement, on a posé toutes les tuiles paysage, eh bien on arrête le jeu. Voilà. Et on se retrouve avec notre petite fiche de résultat. On compte tous les objectifs de chacun des environnements. On compte les drapeaux, oui, parce qu'il y a des petites tuiles, je ne suis pas tombé dessus. Avec des drapeaux, ça veut dire que on aura autant de points que le nombre de tuiles composant cet environnement de drapeau. Donc par exemple, si on a une tuile, est-ce que je vais tomber sur une là? Voilà. Exemple. Voilà. Le drapeau avec les champs, bah là, me rapporterait 3 points parce qu'il y a 3 tuiles qui composent ce champ. Voilà, tout simplement. Donc on calcule tout ça. On calcule également le rail le plus long, la rivière la plus longue, pour faire, c'est le nombre de tuiles pour faire des points. On a également des objectifs, et c'est là que je trouve ça vraiment très con. Désolé. Mais on a déjà des objectifs qui sont ici, déverrouillés, et qui nous spoilent un petit peu sur ce qu'il y a sur les boîtes. Donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps, je vois pas trop le principe qu'ils auraient pu trouver pour cacher ça. Mais du coup, on connaît déjà certains des objectifs qui sont dans des succès à déverrouiller. C'est un petit peu dommage. On regarde notre résultat. Ça se met dans un tableau ici qui nous donne un nombre de points de déplacement pour se déplacer et réussir à avoir des bonus dans les petites boîtes. Et je vous dirais que c'est un des seuls trucs qui nous a tenu en haleine, en effet, c'est d'essayer d'ouvrir le plus de boîtes pour avoir des succès. Alors une fois qu'on a ouvert la majorité des boîtes et qu'on commence à avoir des succès, bah, c'est le seul truc qui tenait vraiment en haleine, mon garçon, mon petit garçon qui, voilà, qui a 7 ans, hein, le jeu est donné pour 8 ans et plus, 7 ans c'est parfait, hein, c'est hyper simple, mais à part ouvrir les boîtes, bah, finalement il n'y avait aucun intérêt. Même quand je lui ai demandé ce qu'il aimait dans le jeu, bah, c'était ouvrir les boîtes. Le jeu en lui-même, il s'en fichait un petit peu du jeu, d'essayer d'optimiser. Tout ce qu'il voyait en fait, c'était d'avoir des points pour recommencer, pour avoir des points, pour avoir des points, pour avoir des points, pour pouvoir avoir de nouveaux objectifs et de nouveaux succès. Donc, bah voilà, ça n'a pas été la franche réussite à la maison. Grosse déconvenue. Je vais quitter ça, hop, et je vais ranger ça. Hop là, il y a une petite coupure, désolé. Je me suis trompé. Je remets la caméra. Voilà. Donc, déconvenue à la maison parce que j'en attendais plus de ce jeu. Voilà, j'en attendais vraiment plus. Je suis pas forcément fan des jeux. Bon, les poses de tuiles, c'est les poses de tuiles, hein. Voilà, il y en a des très fun, hein. Franchement, on continue de sortir Carcassonne à la maison et on s'éclate avec. Hein. Mais j'en attendais plus, surtout quand je vois jeu de l'année. Bon, ben, un petit peu déçu là-dessus. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est que ça s'adresse à des joueurs. Je peux me tromper, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis peut-être un petit peu trop critique, ce aussi. Ça s'adresse à des joueurs qui sont surtout solo, je trouve, et qui, du coup, peuvent essayer de déverrouiller des objectifs. Voilà. Le fait de marquer de 1 à 6 joueurs, je trouve que c'est une aberration. Parce que dans ce cas-là, vu qu'il n'y a aucun changement de règle, comme je vous ai dit, on peut être 20, hein. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, sinon, le design est sympa. Même si le design des tuiles, je ne sais pas pourquoi, ma femme avait toujours du mal avec les villages. Parfois, il y a certaines tuiles où elle avait du mal à voir, ah bah là, c'est une tuile village. Ah oui, c'est une tuile village, mais ce côté-là, en fait, c'est pas du village, c'est simplement une arête qui est neutre avec de l'herbe. Et il y a des petits trucs comme ça. Bon, je pense que c'est le côté design, on n'est pas tous égaux là-dessus. Bon, la découverte des boîtes, ok. Les objectifs qui sont pas forcément fabuleux non plus. C'est de l'objectif à déverrouiller comme on peut trouver sur les petits jeux vidéo que je vous dis, comme je vous dis, sur les téléphones portables. Je suis pas forcément fan d'accumuler des scores pour accumuler des scores. Et comme je vous le disais, ben voilà, même mon fils, c'est ce qu'il avait trouvé. On fait une partie, il n'y a pas besoin d'optimiser 20 millions de fois pour réussir à avoir des points. Voilà. Dès qu'on fait 100 points, déjà, on a déjà 2 avancées sur le petit carnet ici. 2 avancées, ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Mais à la rigueur, il s'en fichait, ça avançait un petit peu. Voilà. Donc l'optimisation, ça dépend des gens. Il y en a qui aimeront. Moi, j'ai pas forcément raffolé du truc. On découvre quelques petites règles supplémentaires au fur et à mesure. C'est pas folichon non plus. Bon, alors vous verrez, j'ai pas envie de vous spoiler. 10 secondes coupées ou aller 15-20 secondes plus tard, j'ai spoilé rapidement. 3, 2, 1, voilà. Alors on va trouver par exemple des cœurs à placer sur des tuiles. Et les cœurs, ben, plus on a de faces qui sont également en correspondance de la tuile, plus ça nous rapportera de points. Voilà. Des trucs comme ça qui sont assez basiques.
d'autres tuiles justement pour les rivières, pour les fins, pour les débuts, pour les rails aussi. Voilà, tout simplement. Bon, pour moi, ça n'a pas été folichon. Donc, je vais passer rapidement et je vais le ramener rapidement à la ludothèque parce que c'est pas vraiment une réussite. Mais n'hésitez pas à m'en parler parce que, effectivement, moi, je suis peut-être très critique. Autant il y a des jeux, je les adore, je les adore. Voilà, je serai dithyrambique sur mes avis. Autant il y a des jeux comme ça, bah, voilà, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Mais c'est surtout, je pense, la déception de voir qu'il a encore gagné un prix, quoi. Encore un jeu qui me semble pas folichon et qui gagne un prix. Ça me déçoit un petit peu. Je reviens sur une vieillerie. Oui, Settlers, naissance d'un empire. Alors ça fait longtemps qu'il trônait dans la ludothèque et je l'avais jamais sorti. Voilà, c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion, mais vraiment à un prix dérisoire, je pense. Ouais, si je me rappelle bien, je sais pas, j'avais payé 10 euros. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa parce que j'avais pas de jeu de ce style à l'époque dans la ludothèque. Donc Settlers, naissance d'un empire, c'est un jeu de cartes dans lequel on va essayer de construire son empire, vous vous en doutez bien. Alors, on va passer en caméra du dessus parce que j'ai sorti, j'avais tout prévu et regardez la bête. Voilà, alors, rapidement, le plateau de score pour noter ses scores. Ici, je vais vous montrer rapidement avec deux empires, donc les barbares et les romains. Ici, nous avons les cartes communes. Hop, le pion premier joueur. Et nous avons 5 âges, on va dire, pour réussir à faire des points. Les petits pions. Ici, nous avons les barbares qui arrivent. Hop là. Je vais faire de la place, hein, pardonnez-moi. Les barbares. Je vais jouer les barbares rapidement. Et sur le côté, bah, je mettrai... Attendez, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre les Romains par ici. Voilà, juste pour vous montrer un deuxième joueur. Alors, oui, c'est asymétrique, effectivement, parce que chaque clan, il y en a 4 dans la boîte de base, chaque clan aura des capacités spéciales de par les cartes. Chacun aura des cartes avec des bâtiments spéciaux qui leur sont spécifiques. Donc les bâtiments qui sont spécifiques à un empire, on va les mettre sur la gauche. Les bâtiments communs qu'on peut tous avoir, on peut avoir les mêmes, eh bien ils seront simplement sur la droite. Donc pour les Romains, je mets ça ici. Je m'embête pas trop pour l'instant, on en reparlera. Je vais surtout m'axer sur les barbares pour vous en parler. Hop, les petits pions. Le jeton premier joueur, parce qu'on va dire que c'est moi qui commence. Les cartes, voilà. Alors je sais plus avec combien on commence, je crois que c'est avec 2 et 1. Je sais plus, chacun. De toute façon, c'est pour l'explication. Ça va se décomposer en plusieurs tours, effectivement. Donc, il va y avoir 5 manches dans lesquelles on va essayer d'agrandir notre empire. À chaque début de phase, on va récupérer des productions. Alors, les productions, on a chacun des productions qui sont différentes. Chaque empire a des productions différentes. Donc, déjà, ça commence la symétrie ici. On va dire que les barbares, ils ont beaucoup plus de troupes, effectivement, alors que les Romains, bah, ils ont moins de troupes. Mais ils commencent déjà avec un petit peu de bois, un petit peu de pierre. Et on va dire que l'axe des villes des Romains, ça sera plutôt pour faire la guerre, parce qu'ils vont avoir quoi? Dans les ressources qu'on peut avoir, on peut avoir de la pierre pour construire, on peut également avoir du bois, on peut également avoir des espèces de petites pommes, c'est la nourriture, on y reviendra tout à l'heure. On peut avoir un bouclier chacun en début de tour qui nous permettra de défendre une de nos constructions, vous allez voir, parce qu'on peut les attaquer, les constructions. Donc, les Romains, leur privilège, c'est de pouvoir assez facilement, avec leurs bâtiments, faire des épées comme ceci. Et de même, ils peuvent les stocker. Chaque peuple peut stocker spécifiquement une ressource. Et les Romains, eux, ce n'est pas une ressource à proprement parler, parce que normalement, les ressources, c'est les choses qu'on consomme. Là, eux, c'est plutôt les attaques, tout simplement. Donc, ils pourront les garder d'une manche sur l'autre, ce qui est intéressant. Parce qu'à la fin de la manche, tout ce qu'on ne stocke pas, eh bien tout simplement, on le perd. Et on refait les ressources en début de prochaine partie, voilà, de prochaine manche, avec justement les constructions qui vont nous apporter des productions. Donc on va voir ça. Hop. Il y a un petit peu de draft au début de chaque manche. Donc voilà, on a 2 joueurs, donc on prend 3 cartes. Système de draft, le premier joueur choisit une carte. Et je fais complètement au hasard, le deuxième joueur choisit une deuxième carte. On défausse, on reprend 3 cartes. Le deuxième joueur
va choisir une carte, je fais complètement au hasard, et je fais complètement au hasard. Voilà, c'est un système de draft basique pour débuter à chaque manche, tout simplement. Alors, j'ai pas regardé, j'ai rien préparé, mais vous comprenez vite le principe. Voilà. Et chacun à son tour, on va pouvoir faire une action. Une action, une action, une action, une action, jusqu'à ce que tous les joueurs passent, effectivement. Quand un joueur passe, il ne pourra plus être attaqué ensuite dans cette manche-ci. Voilà. Donc, c'est mon tour, on va débuter. Je suis premier joueur, je suis barbare, et je pourrais faire quoi? Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a des actions. Donc, les actions, en fait, c'est des actions. Une action de base que tout le monde peut avoir, c'est dépenser de villageois pour avoir soit un bois, soit une pierre, soit une nourriture, soit prendre une nouvelle carte. Une nouvelle carte ici ou ici. Bon, ça peut être utilisé plusieurs fois dans la manche, c'est écrit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est la première action que je pourrais faire. Je pourrais échanger 2 pour une des ressources ou une carte. Mais également, je peux construire. Comment est-ce que je construis? Eh bien, tout simplement, vous voyez, sur les cartes, si je voulais construire par exemple ceci. Voilà, des champs seigneuriaux. Il me faudrait, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, hop là, attention, ça brille un peu. Eh bien, il me faudrait 2 bois et une pierre. 2 bois et une pierre, je pourrais construire à ce tour les champs seigneuriaux. Les champs seigneuriaux, qu'est-ce qu'ils me font? Ils me produisent une pomme pour chaque bâtiment rouge de mon empire, jusqu'à 3, tout simplement. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de rouge, ce serait le premier que j'aurai. Hop, et je le placerai. Quand on crée un bâtiment de production, on récupère la production tout de suite, dès qu'elle est posée. Et il y a également des productions, alors je regarde, bah, vous voyez, c'était le cas pour la tour d'observation. La tour d'observation avait tout de suite en production une carte. Donc ça veut dire que chaque début de nouvelle manche, en plus de la production qu'on a ici pour notre empire, on aurait aussi une carte supplémentaire grâce à la tour d'observation, si je la fabriquais. Et en plus, dès que je la construis, j'ai un bonus de construction avec encore une carte. Donc, effectivement, si j'utilise 2 bois, je peux poser ceci. Je récupère la production classique, donc une carte, et un bonus de construction, une carte. Voilà. Donc, je prendrai 2 cartes. C'est le principe pour toutes les cartes de production qui resteraient ici. Vu que c'est une carte commune, vous voyez, elle se retrouve à droite. Ce qu'il y a aussi, c'est que je pourrais avoir des cartes qui sont spéciales, avec des effets qui se déclenchent suivant certaines choses, ou aussi des cartes actions. Alors, est-ce que j'en ai là? Voilà, carte spéciale par exemple, vous voyez ici j'ai un fournisseur. Chaque fois que vous construisez un bâtiment gris, je gagne une pièce d'or. La pièce d'or, c'est un peu un joker côté ressources. Ça permet de remplacer soit une pierre, soit un bois, soit une pomme, de la nourriture. Et ça me permet de gagner une étoile tout de suite. Une étoile tout de suite, vous voyez, c'est les points de victoire. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Voilà, une carte action, mais c'est une carte action spécifique à ma troupe, à mon empire. Le cercle de combat. Si je le place ici en le construisant, eh bien tout simplement, je pourrais à mon tour avoir 7 actions supplémentaires que je pourrais déclencher, dépenser 2 villageois pour gagner 2 jetons d'attaque. Vous voyez? Donc ça, c'est gagner des jetons d'attaque, on ne peut pas le faire n'importe comment, hein. Donc là, c'est une action spéciale, je le laisserai ici, hop, pour signaler que cette action a déjà été utilisée. Ici, cette action, on peut la faire autant de fois qu'on veut, hein. Donc il n'y a pas de problème pendant notre tour, pendant une manche. Donc vous voyez, des choses simples, sachant qu'il y a une petite particularité. Hop. Vous voyez ici, hop, dans le coût de construction, je ne sais pas si ça se voit, voilà, il y a un bois, une pierre, mais également une espèce de petite maisonnette. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça veut dire qu'il me faut des fondations. Les fondations, eh bien tout simplement, il faut construire sur quelque chose qui existe déjà. Donc, il faudrait que je sacrifie peut-être une de mes constructions. Voilà, pour pouvoir construire ici. C'est un des prérequis pour cette carte. Il y a une autre possibilité, ça on va y revenir, c'est qu'effectivement, vous voyez la razzia. La razzia, c'est quelque chose que je peux également faire à mon tour, c'est une autre possibilité. Donc la razzia, par exemple, je peux faire une razzia sur une de mes cartes. Une de mes cartes que j'ai en main, eh ben, je peux faire pour une épée, une razzia sur cette carte, c'est comme si j'allais attaquer ailleurs un champ seigneurial, et je récupérerai le coup de la razzia tout de suite directement. Hop, je défausse, je récupère 2 ressources de pommes parce que c'était le coup de la razzia. Et voilà. Ce que je pourrais faire également, c'est aller attaquer un de mes adversaires. Alors, on va prendre ceci, on va dire qu'il l'a placé. Et moi, si j'avais 2 épées, parce que vous voyez, une carte razzia qui est dans notre main, c'est une seule épée. Par contre, pour 2 épées, j'ai le droit d'aller attaquer
une carte de l'adversaire qui a un coup en razzia. Et ça me permettrait de lui détruire ici le porcher. Je récupère le coup en razzia, donc ça voudrait dire hop, une personne également de la nourriture, et je lui détruis. Mais en faisant cela, vous voyez, ici, lui, il récupérerait une ressource en bois avec ce qu'il récupérerait sur les cendres, on va dire, sur les fondations du bâtiment que je lui ai détruit. Mais vous avez bien entendu, c'est également une fondation qui reste. Donc lorsqu'il voudra construire un bâtiment de son empire, un bâtiment spécial, voilà, celui-là par exemple, un bois, une pierre et une fondation, et bien vous voyez, au lieu de prendre un bâtiment qui existe déjà et de voir, c'était un comme ça, un bâtiment comme ça et de le détruire, et bien tout simplement, il pourra utiliser cette fondation qui est déjà existante. Il le défaussera. Voilà. Donc un principe simple. Comment on fait pour pouvoir défendre? Eh bien, on a un jeton comme ça, chacun en début de manche. Donc ça nous permet, pour une action, on peut se mettre ce jeton-là. Voilà, je vais le faire. Hein, je peux mettre ce jeton-là ici pour ne pas me faire attaquer pendant ce tour-là. Enfin, pas me faire attaquer si. Au lieu de faire pour une razzia qu'il utilise 2 épées, il serait obligé d'utiliser une 3e épée parce qu'il y a un bouclier. Voilà, tout simplement. Vous voyez, un principe simple. À la fin de la manche, parce que tout le monde aurait passé, eh bien tout simplement, eh bien, on enlève toutes les ressources qui nous restent. Hop. Sauf celles qu'on aurait pu stocker. Donc vous voyez, les barbares, eux, ils peuvent stocker des paysans. Les Romains, eux, ils peuvent stocker des actions de combat. Donc ça peut être plus facile pour eux de stocker avant de faire des attaques, plusieurs attaques en même temps dans une seule manche. Et ensuite, on redistribue la production. Donc maintenant, côté production, en plus des productions ici, il y aurait les productions que j'ai déjà créées parce que j'ai des bâtiments qui vont me rajouter des productions supplémentaires. Donc ça pourrait être pardon, de la nourriture, du bois, de la pierre. Mais également, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Excusez-moi. Également, ici au-dessus, j'ai complètement oublié, c'est aussi une action qui est possible si vous avez de la nourriture. Vous pouvez faire affaire. Voilà. Il y a certaines cartes avec faire affaire en dessous. Forcément, j'en ai pas dans ce que j'ai pioché. Ah bah si, il y en avait une ici. J'aurais pu, au lieu de la créer, j'aurais pu faire affaire. Faire affaire, c'est une action de mon tour. Pour une nourriture, j'arrive à donner une nourriture, on va dire, à un village qui est loin et qui me permettrait justement de me donner une épée. Je fais affaire avec et au moment de la production, eh ben, j'aurai une épée en plus. Donc, ce qui vous donne au début de tour toutes vos productions pour pouvoir avoir des ressources, eh bien, c'est les bâtiments de production que vous avez créés, mais également les affaires. Alors, faire ça, ça nous évite d'utiliser des épées pour faire par exemple des razzias sur certaines cartes pour avoir des ressources. Voilà. C'est quelque chose qui va revenir tous les tours et pour un coût que de une nourriture. Donc c'est assez rentable. Franchement, on se crée un petit moteur. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. Parce que finalement, on se crée un petit moteur pour réussir sa production, pour avoir des actions supplémentaires, pour pouvoir attaquer les adversaires. Même si on se fait attaquer, qu'on se fait détruire un bâtiment quelque part, il peut nous servir de fondation, mais aussi on récupère un bois, donc c'est jamais vraiment complètement perdu. C'est sympathique. À la fin de la partie, une fois qu'on a fait les 5 âges, et bien tout simplement, vous voyez ici, il y a des étoiles. Donc déjà, on va monter des étoiles parce qu'il y a des actions spéciales. Il y a parfois des razzias qui nous donnent des étoiles et autres. Donc on va monter tout au long de la partie. Mais à la 5e manche, à la fin de la 5e manche, on va aussi compter tous les bâtiments qui sont construits, qui vont nous donner des points supplémentaires. Ce sont les étoiles qui sont ici. Il y a aussi des actions spéciales sur certains bâtiments actions qui nous donnent directement des étoiles suivant les ressources que l'on donne. Voilà, tout simplement. Donc, un jeu qui n'a pas inventé la poudre. C'est vrai, c'est maintenant qu'on a tous beaucoup de jeux, qu'on a quand même notre monde ludique qui a beaucoup évolué. Ça peut-être paraître basique à beaucoup de joueurs, mais j'ai trouvé du plaisir, énormément de plaisir depuis ce week-end à faire pas mal de parties avec la famille à ce jeu. C'est plein de basiques, mais c'est bien organisé. Le truc qu'on peut reprocher, c'est un petit peu la lenteur. Pourquoi? Parce que chacun va faire une seule action à son tour. Donc si vous avez des joueurs qui attendent leur tour pour pouvoir réfléchir à ce qu'ils vont faire, on ne va pas avancer. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des parties, des manches, on va se retrouver avec une production assez énorme si vous avez bien organisé votre moteur. Et du coup, on va faire des tours de plus en plus longs. On va passer de plus en plus de fois à faire une seule action à la fois. Voilà. Donc, réfléchissez à ce que vous allez faire pendant que les autres jouent. C'est quand même plus intéressant. Allez,
je rebascule en caméra du dessus. Voilà, donc Settlers, naissance d'un empire. Bah franchement, j'hésitais parce que c'est vrai qu'il trônait depuis longtemps dans ma ludothèque. Voilà, maintenant que le petit l'a découvert à 7 ans, c'est un jeu qui est conseillé à partir de 10 ans, je crois, si je me rappelle bien. Il y joue. Il construit pas forcément son moteur comme nous, mais ça passe bien. C'est un jeu agréable, qui est pas compliqué, vraiment. Une bonne entrée en gamme si on veut faire de la construction de moteur, l'extension d'empire. En compétitif, certaines personnes n'aiment pas forcément se faire détruire des bâtiments, mais c'est le principe et c'est vraiment sympa. Sachant que les deux empires de base que je vous ai présentés, donc le barbare et le romain, donc le ou la barbare ou le ou la romaine, hein, parce que chaque côté est soit masculin soit féminin. Il y a également deux autres peuples dedans qui sont asymétriques également. Il y a les japonais avec un petit twist différent parce que normalement les bâtiments qui sont de votre empire spécifique ne peuvent pas se faire détruire. Les japonais c'est le cas. On peut faire des razzias sur les bâtiments japonais, purement japonais. Par contre, leurs petits paysans peuvent aussi servir de samouraï pour défendre. Voilà. Donc c'est le petit twist des japonais. Et les Égyptiens, ils ont un bâtiment un petit peu spécial qui permet de mettre des espèces de petits sphinx. Il faut que je me penche dessus, on n'a pas encore joué avec. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous disais, c'est dans les vieux pots, et ben oui. Dans mes découvertes, dans mes parties récentes, entre Dorf Romantique et Settlers, qui est quand même un vieux jeu, parce que je crois qu'il a plus de 10 ans, il doit avoir 10-12 ans, ben, pour l'instant, celui que je garde, hein, c'est Settlers. Alors celui-là, il était juste emprunté. Et bien, encore heureux finalement. On va faire une petite pause et je vais retirer le plateau du dessus de ma table confection locale pour parler du 7e continent. Simplement parce qu'on est parti dessus. Et oui, j'attendais de faire des parties avec ma femme, effectivement, du 7e continent. Je ne voulais pas me lancer tout seul. Maintenant que j'ai fabriqué une table avec un double fond, eh bien, ça me permet d'avoir la partie toujours en dessous. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça fait très longtemps qu'on avait le 7e continent. On a enfin pu se lancer dessus. On revient. C'est magique. Voilà, nous voilà avec le fond de ma table, avec une partie que nous avons déjà commencé avec ma femme. J'ai retiré les tuiles pour pas vous spoiler. On se retrouve avec justement l'arrivée sur une des îles, voilà, le 7e continent, et c'est un jeu de cartes. Alors vous voyez, il y a une tonne de cartes ici, oui c'est monstrueux, c'est un petit peu jeu d'aventure, jeu dont vous êtes le héros, livre dont vous êtes le héros, rappelez-vous, quand vous faisiez telle action, allez voir à telle page. Et bien c'est pareil avec toutes les fiches, vous voyez, toutes les fiches qui sont numérotées. On se retrouve sur une tuile, nous avons chacun un personnage et suivant nos actions, hop, je vais remonter un petit peu, suivant nos actions, eh bien, il y aura des tuiles à regarder à côté avec des chiffres. Mais il y a un brouillard de guerre également. Donc, pas mal d'informations sur une tuile. La tuile qu'on devrait découvrir à côté, si on devait s'y déplacer, mais également des recherches à faire et parfois même des choses à découvrir sur les cartes. Parfois, il y a des choses cachées qu'il faut regarder un petit peu s'il n'y a pas des chiffres qui nous renvoient vers une autre tuile, vers une autre carte. Ça nous permettrait de trouver des petites choses, des petits indices parfois. À chaque fois, un coup pour le déplacement et un système d'icônes qui est pas mal fait, mais qui est un petit peu dense, voilà, c'est le nombre d'actions différentes qui est dense, mais en fait le principe est toujours le même. Donc voilà, il y a un icône pour chaque chose que l'on pourrait faire, que ce soit m'orienter, repérer, détecter, marcher dans la neige, skier, des choses comme ça. Mais finalement, c'est hyper basique. Au début, ça peut faire peur parce que ça fait pas mal d'actions différentes. Mais en fin de compte, c'est toujours la même méthode de résolution, donc il n'y a pas de problème. C'est surtout des histoires de mots-clés, en fait, que l'on va pouvoir trouver notamment aussi sur les cartes. Vous voyez, là, c'est une de mes cartes, c'est la fiche de mon personnage, mais également, il y a une carte en dessous, explorateur. Donc, suivant certains mots ici, on va pouvoir débloquer des actions aussi spéciales. Mon personnage, par exemple, s'il y a deux cartes avec le mot-clé endurance que j'utilise, eh bien, je peux avoir un bonus d'une étoile, donc un bonus de réussite. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. De toute façon, je vais survoler pour pas spoiler et de toute façon pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quand même du gros jeu. Voilà. Alors désolé parce que les cartes sont slivées, donc forcément ça reflète un petit peu la lumière. Donc effectivement, on va se retrouver sur des cartes qui vont être un petit peu une map que l'on va pouvoir découvrir. C'est la carte du 7e continent. Et au fur et à mesure, cette carte, on va découvrir d'autres choses à côté. On va pouvoir s'orienter, on va pouvoir aller se déplacer, mais on va pouvoir aussi regarder des choses pour trouver des indices. Mais parfois, être curieux, ça n'a pas que du bon. Contrairement à certains jeux, pour ceux qui par exemple veulent faire du unlock, où on cherche tout pour trouver des indices et puis pour réussir à découvrir tout ce qu'on peut faire dans le jeu,
Et bien là, je vous dirais, tout regarder n'est pas forcément bon. Parce que à chaque fois que l'on fait quelque chose, ça peut nous faire dépenser des cartes actions. Alors, le deck action qui est ici, ce sont les cartes qui vont nous permettre justement de faire des réussites, de réussir des actions, mais également, c'est un petit peu nos points de vie. Voilà, tout simplement. Parce que, comment ça va se passer? Alors, ma carte ici, sur laquelle nous sommes arrivés sur une île. Ici et ici, donc c'est la carte niveau 2, donc je vais prendre du brouillard de guerre niveau 2 pour les placer. Derrière ces brouillards de guerre, il y aura des choses à faire pour justement, avant de découvrir justement le reste de la carte, il va falloir réussir les petites actions qui sont derrière. Donc comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, j'ai le droit de regarder ici. Si vous voyez l'iconographie qui est toujours aussi simple et c'est toujours la même, vous voyez, pour s'orienter, pour regarder, je peux utiliser 0 ou plus carte action et il me faut une réussite de 0. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de prendre une carte action parce que 0 ou plus, je peux en prendre autant que je veux. Voilà, tout simplement. Et il me faut une réussite de 0. Donc ce sera toujours réussi. Donc je pourrais quand même en prendre une parce que lorsque l'on fait quand même un système de test, eh bien la personne qui va faire ce test peut prendre une des cartes. Si on y va avec une autre personne, on pourra donner une des cartes à cette autre personne justement. Donc ça peut être intéressant. Parfois, là c'est une action hyper simple qui me demande une réussite de 0, donc forcément réussi. Mais je peux prendre 5 cartes si je veux. Je prends 5 cartes action et je pourrais prendre une carte pour moi, une carte pour ou pour l'autre personne. Des cartes qui vont engranger notre main pour justement avoir peut-être plus tard de nouveaux objets ou de nouvelles possibilités, de nouveaux bonus. Tout simplement. Parce que vous voyez dans les cartes, alors moi de mon côté, je me retrouve avec une carte qui est ici un piège que je pourrais construire plus tard, et j'ai déjà des objets que je peux utiliser et que je peux utiliser. Vous voyez, c'est symbolisé par le nombre sur le dé, c'est le nombre de fois que je pourrais les utiliser. Mais également, vous voyez, ma femme, pour son personnage, a aussi des cartes qui peuvent lui apporter des actions ou des bonus. Parce que les actions, en fait, lorsqu'on va faire des tests, il faut réussir à avoir des étoiles. Et ça, on va y revenir. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple, moi, à mon tour, je peux choisir de regarder ici. J'emmène pas ma femme, je décide d'y aller tout seul. Je peux regarder. Je peux regarder pour 0 carte obligatoire à prendre, 0 carte action, et c'est une réussite automatique. Je regarde ici. Qu'est-ce que j'ai? Vous êtes envahi d'une soudaine lassitude en repensant à tous les efforts consentis jusqu'ici. Un participant doit se défausser de deux cartes ayant le mot-clé endurance, vous voyez les mots-clés dont je vous ai parlé tout à l'heure, depuis sa main et ou son inventaire, soit prendre une carte 101. La carte 101, je pense que je serai là. Hop, c'est de la lassitude, vos paupières sont de plus en plus lourdes, il faut lutter pour rester éveillé. Voilà, et vous voyez, ce sera de la fatigue. Donc là, hop, je la remets parce qu'il y a plusieurs cartes 101, je la remets au hasard. Vous voyez, ça peut être des actions avec des choses qui se passent ici. Ça peut également être des choses avec des tests, par exemple piqûre. Vous ressentez une démangeaison à la cuisse, une vilaine piqûre y est visible, sans doute l'œuvre d'une araignée, espérons qu'elle n'ait pas pondu de ses œufs sous votre peau. Seul le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante. Donc vous voyez, là c'est l'icône avec la petite croix, c'est l'icône comme quoi il va falloir se soigner pour 0 carte ou plus, et il me faut une réussite de 2 étoiles. La petite plaie semble bien cicatrisée, ce sera si je réussis à faire 2 étoiles de réussite. Sinon, vous voyez, la petite plaie s'infecte, et dans ce cas-là, j'aurai défaussé 2 cartes au hasard depuis le deck d'action. Quand je vous dis que c'est un petit peu nos points de vie. Voilà. Donc la petite plaie s'infecte, vous ressentez comme un picotement sous la peau. Pour chaque carte piqûre ayant été bannie, défaussez 2 cartes au hasard depuis le deck d'action. Et ensuite bannissez cette carte. Oui, parce qu'il y a des cartes qui vont être défaussées, mais il y a aussi des cartes qui vont être bannies qu'on ne reverra plus du tout du jeu. Donc imaginez, là par exemple, on va le faire comme ça vous permet de voir un petit peu tout. J'ai choisi, voilà, du coup, de regarder par ici pour aller explorer. Je regarde un peu ce qui s'y passe. Oulé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une piqûre. Je peux soigner. Alors je peux essayer de me soigner pour 0 plus carte. Et il me faut une réussite de 2. Donc moi je vais choisir, vous allez voir le principe avec les étoiles, je vais choisir de prendre 3 cartes. Vous allez vite comprendre. Je choisis mes cartes. Si j'avais d'autres cartes ici qui me donnent des bonus, je peux choisir de les additionner tout de suite pour peut-être avoir des étoiles tout de suite pour m'assurer la réussite. Je regarde les cartes. Hop, j'ai pris 4 cartes, je crois y en avoir pris 3, pardon. Hop, alors déjà, il y a une carte de malédiction. Cette carte de malédiction, vous allez voir, il y en a plusieurs. Elles n'ont pas d'incidence au début quand on est dans la première fois pour le paquet ici, vous verrez. Donc je la place, voilà, ça me fait perdre une carte dans un sens. Et ensuite, on regarde uniquement les réussites qui sont ici. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 2 étoiles complètes. Donc j'ai réussi parce qu'il me fallait 2 réussites. Vous voyez aussi également, il y a des demi-étoiles. Alors ces demi-étoiles-là, on ne peut pas les placer. Peut-être qu'avec une autre, parce que je vais en trouver d'autres.
Vous voyez, si j'avais eu une réussite comme ça et celle-ci, j'aurais pu combiner les étoiles. Hop, ça m'aurait fait 3 étoiles de réussite. Et j'aurais réussi justement, du coup, mon test ici de regarder la plaie un peu pour la soigner. Une fois que c'est fait, comme je vous ai dit, on peut choisir de prendre une carte pour la mettre dans la main de quelqu'un. Il y a des cartes spécifiques qui sont spécifiques à chaque personnage, donc je pourrais le donner que à cette personne-là, donc c'est Killan McCluskey, difficile à dire. Il y a des cartes qui sont communes qu'on peut donner, et dans ces cartes, il y a des cartes qui nous permettent de fabriquer des objets. Donc ces cartes, on les garde. C'est un peu ce que j'ai comme mon piège à assommoir. Et une fois que je voudrais le fabriquer, donc là je les défausse parce que je considère que je ne les veux pas. Vous voyez, ça va dans ma défausse. Hop, je marque ici défausse, deck action. Et une fois que je voudrais fabriquer cette chose-là, vous voyez, c'est encore une construction à faire. Donc il me faudra 3 cartes que je prendrai ici pour le réussir. Mais si je suis sur un endroit où il y a du bambou ou de la pierre, eh bien ça me permettra de prendre moins de cartes. Pour réussir ça, c'est une réussite automatique à 0, mais ça me fait dépenser des cartes du deck action. Et ça, c'est le gros problème parce que le deck action, c'est mes points de vie. Vous allez le voir. Hop. Donc on dit que ici, j'ai réussi. Je défausse cette carte, qui était une carte brouillard de guerre numéro 2. Et du coup, je mets la carte 54 pour grandir ici. Donc la carte 54, elle est par ici. Je ne vais pas vous la spoiler, je vais montrer juste le dos. Voilà, pour ne pas vous montrer. J'ai un petit fluff, une petite explication parce que c'est un peu du narratif. Mais c'est du narratif dont on fait quand même pas mal l'histoire parce que il y a des petites explications, mais c'est nous qui nous faisons l'histoire quand même. Et je retournerai. Hop, et attention, 3, 2, 1, paf, voilà, vous ne l'avez pas vu plus. Je ne vais pas vous montrer pour ne pas vous spoiler. Il y a d'autres choses derrière. Et on va agrandir l'île au fur et à mesure. Toujours avec ce principe. Après, une action de déplacement, hop, je peux y aller. Me déplacer avec quelqu'un, en fait, ça me ferait un bonus. Je ne serais pas obligé, vous voyez. Le déplacement sur cette zone-là, ça me ferait prendre une carte action. Mais si je suis avec quelqu'un, ça me fait -1 en carte action utilisée pendant le déplacement. Donc je pourrais y aller gratuitement ici. Et ainsi de suite. Il y a des parcours enneigés où justement ça nous prend 3 cartes pour se déplacer, des choses comme ça. Donc c'est vraiment thématique. Chaque carte est vraiment thématique pour les actions qu'on trouve dessus, les déplacements. C'est vraiment pas mal fait. Il y a des petits symboles à découvrir, une vraie aventure. Tout ça pour enlever la malédiction que nous avons. Parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé, quel est le but du jeu? Eh bien, on se réveille, nous sommes des explorateurs, et nous avons une malédiction. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on a envie de repartir sur ce 7e continent où nous avons fait une exploration, mais nos souvenirs sont embrouillés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une malédiction, et on veut réussir à la résoudre, à l'enlever. Donc je ne vais pas vous spoiler, parce que là, nous, on est en train de faire une malédiction qui s'appelle la déesse Horace. C'est celle qui est une des 3 qui est dans la boîte de base et qui est conseillée pour débuter. Elle nous permet d'avoir un petit peu toutes les mécaniques du jeu au fur et à mesure. Nous avons également une besace pour prendre nos petits objets communs parfois et nos points d'expérience. Plein de choses comme ça. Comment ça se passe pour justement ce paquet? Je vous ai dit, c'est un peu nos points de vie. Parce qu'on va perdre un petit peu, on va être blessé et autres. Mais il y a des actions, en fait, plus on est blessé, plus on va devoir défausser des cartes du paquet action. Une fois qu'on a défaussé toutes les cartes du paquet action, comment ça se passe? Eh bien, on remélange ce paquet action. Alors là, nous, il était à 0 grâce à quelque chose qui s'est passé. Hein, donc, je me permets de le faire. Ça ne reset pas la partie, justement. Voilà. Parce que nous, on vient de remélanger ce paquet action. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est remélangé, on a fait le tour une fois. On utilisera le paquet action. Et dès qu'on tombera sur, justement, une des cartes violettes de malédiction, on aura perdu. Donc, tout le but du jeu va être, dans la première partie, à essayer de ne pas épuiser ce paquet action qui est vos points de vie. Parce qu'après, c'est vraiment du pousser sa chance pour justement essayer d'utiliser le moins d'actions possible pour justement ne pas se retrouver avec ces saloperies de cartes violettes qui vous font perdre directement la partie, les cartes malédiction. Voilà, tout simplement. Donc, je remue ça. On va repartir là-dessus. Je vais réinstaller les cartes que nous, on a fait parce que je les ai un petit peu cachées. Hop là, elles sont ici. Justement, c'était pour pas vous spoiler. Je vais remettre ma partie en place. Et puis voilà, c'était le 7e continent, expliqué très rapidement. Mais des principes super simples, plein d'actions possibles. Des objets qu'on peut avoir. Donc dans une partie à 2 joueurs, c'est sur le sac besace que c'est écrit. À 2 joueurs, on peut avoir chacun 3 cartes bleues dans sa main. On peut avoir 3 dés, donc on peut avoir chacun 3 objets fabriqués. On peut aussi fabriquer des petits feux. Ça, vous le verrez lorsque vous jouez. Ça nous permet d'avoir la ressource de feu parfois sur une tuile. Ça peut être intéressant. Parfois, c'est demandé pour pouvoir brûler des choses pour avancer, par exemple. Des choses comme ça.
Donc on peut aussi avoir des compétences, parce que les cartes spécifiques, vous voyez ici, ce sont les cartes de compétences classiques, qui sont spécifiques à chaque personnage, mais il y a aussi des cartes compétences avancées. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à en débloquer. On a des points d'expérience, mais on ne peut pas encore les utiliser. On n'a pas encore trouvé comment. Mais vous voyez, un vrai jeu d'aventure, un vrai jeu narratif de par les petites explications qu'il y a sur chacune des petites cartes. On découvre, on se déplace. Il y a plein de malédictions qu'on peut acheter en plus dans le commerce. Je ne sais pas, on va faire nos 3 malédictions. On verra ce que ça donne. Ça, c'est le 7e continent. Depuis, cette année a été enfin livré. Ça s'est fait attendre. Il y a la 7e citadelle qui est un peu la suite, avec des principes supplémentaires, avec une carte, si j'ai bien compris. Mais du coup, vous pourrez peut-être trouver le 7e continent d'occasion. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fini, qui ont fait toute la malédiction, et qui se retrouvent avec la 7e citadelle. Donc ça peut être intéressant. Un beau bébé, parce que les cartes, ça pèse son petit poids, quand même. Et franchement, une pure merveille de narratif. Nous, ça fait 2 ou 3 semaines qu'on est dessus, qu'on s'est enfin lancé depuis le temps que j'avais le jeu. Maintenant qu'on a une table avec un double fond, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on peut le laisser sur place. Parce que le petit problème du jeu, c'est qu'effectivement, avec le système de sauvegarde, imaginez, vous êtes tout étendu la carte et vous voulez arrêter la partie, vous sauvegardez, et bien tout ce que vous gardez, c'est la carte sur laquelle vous êtes. Vous pouvez sauvegarder que si vous êtes tous les personnages sur une seule carte, vous sauvegardez uniquement cette carte-là et tout le reste, hein, votre inventaire et autres. Mais quand vous allez remettre, si vous avez découvert plein d'autres endroits, et ben vous remettez du brouillard de guerre. Donc, intéressant ce jeu si vous avez une table qui vous permet de garder la partie en cours, vraiment. Parce que sinon, je pense que ça peut être rébarbatif. Vous avez tout découvert, mais il va falloir refaire le brouillard de guerre pour redécouvrir. C'est peut-être pas forcément le plus fun. Voilà, donc un jeu, je vous conseille, avec une grande table. Voilà, une grande table que vous gardez pour faire vos jeux de société. Allez, je repasse en caméra. Hop, frontale. Et oui, on se retrouve. Et là, je me rends compte que j'avais peut-être pas mis assez de lumière. Ça doit être sombre. Je suis désolé. Donc, 3 jeux. Vous voyez, c'est pas du neuf. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement. Donc, 7e continent, une valeur sûre. Franchement, si vous aimez les jeux narratifs d'exploration, franchement, c'est exceptionnel. Settlers, naissance d'un empire. Bah, vous pouvez trouver pas trop cher. Hein, voilà, vous le trouvez parfois à 5-10 euros. Moi, je crois que c'était 10 euros que je l'avais acheté à l'époque avec un autre jeu. Franchement, du petit bonheur, vraiment, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est parfois peut-être des parties un petit peu longues pour ce que c'est. Il faut préparer ses actions à l'avance et au fur et à mesure, on a de plus en plus de ressources, donc il y a de plus en plus d'actions, donc ça peut être un petit peu longué. Je ne sais pas pour combien de temps il était donné d'ailleurs le jeu, mais les parties sont relativement longues quand on joue quand même. Voilà, c'était donné pour 45 à 90 minutes. Moi, je vous dis bien 90 minutes à 2 ou 3. Hein. Vraiment, à 3, ouais, je pense qu'on a mis 90 minutes. Donc, avec un petit bout, il faut bien une pause hein, quand même. Hein, mais il a adoré. Et puis, Dorf Romantique, je n'ai pas apprécié. J'en suis désolé parce que je pense qu'il y a des gens qui l'aiment. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Moi, je suis simplement pas la cible, je pense. Tout simplement. Et surtout, cette déception de voir que de 1 à 6 joueurs, il n'y a pas de différence de règle. J'ai trouvé ça moyen. Voilà, j'ai pas apprécié l'expérience, tout simplement. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous, vos expériences de jeu. Quels sont les anciens jeux que vous avez ressortis récemment? Eh oui, on est tous pareils, on ressort des anciens jeux et forcément, il y a de belles redécouvertes. Donc ça peut être sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dorf Romantique. Bon voilà, c'est pareil, hein, toujours un prix, le Spiel des Jahres, je sais pas comment ça se dit en allemand, je parle pas du tout allemand. Donc le jeu de l'année. Ben voilà, les prix de Cannes ou du Spiel, franchement, je ne suis pas fan à chaque fois. Hein, ça me conforte hein, dans mon idée que je ne suis pas le même public que ce que visent ces récompenses, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Faites-moi un petit coucou, parlementez avec moi, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de Dorf. Moi j'adore, tu dis des bêtises. N'hésitez pas à me le dire, vous inquiétez pas. Hein, on n'est pas là pour s'embêter, hein, justement, on est là pour discuter. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!